Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les antidiabétiques qui est le sujet qui a remporté le dernier sondage. Ne manquez surtout pas le prochain sondage que je publierai dans 3 jours. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à vous abonner à mes autres comptes Instagram, Twitter et Facebook. Pour comprendre cette classe, il faut déjà comprendre ce qu'est le diabète. Le diabète est une pathologie avec un trouble de l'assimilation du glucose qui mène à un état d'hyperglycémie où cette glycémie va être supérieure à 1,26 g par litre ou 7 mmol par litre. Il faut aussi savoir que les signes d'hyperglycémie sont appelés signes cardinaux et pour les retenir, retenez le terme PAPA, P pour polydipsie, c'est le fait en fait de boire énormément et du coup d'avoir une polyurie où on va beaucoup uriner. Le A, ça va être pour amaigrissement et le deuxième A pour l'asthénie. Donc ce sont les 4 signes qui définissent cette hyperglycémie. On va parler des 2 grands types de diabète. Tout d'abord le diabète de type 1, aussi appelé diabète insulinodépendant. Il va apparaître le plus souvent dès le plus jeune âge. Et il va être provoqué par une destruction auto-immune des cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. Lorsqu'une très grosse partie de ces cellules est détruite, il apparaît alors une déficience en insuline définitive et la glycémie devient donc trop élevée. Ces personnes doivent donc limiter le sucre et le seul traitement est l'injection d'insuline pour compenser cette déficience. Ensuite, le diabète de type 2 ou diabète non insulinodépendant va plutôt se déclarer vers l'âge adulte, à cause soit d'antécédents familiaux ou au mode de vie de la personne qui mène à un état d'obésité, à une sédentarité et auront une alimentation riche en graisse et sucre. Ce mode de vie va provoquer une hypersécrétion insulinique qui provoque un épuisement du pancréas et finit avec une insulinopénie et une insulinorésistance. Donc même si on sécrète de l'insuline, elle n'agit plus aussi bien sur ses récepteurs. Et le pancréas a tellement été utilisé qu'il n'arrive plus à sécréter suffisamment d'insuline. Et alors, ces patients vont se retrouver avec une hyperglycémie chronique, potentiellement grave. La prise en charge va toujours commencer par une amélioration du mode de vie, en essayant de manger plus sainement. Et ensuite, si cela n'est pas suffisant, on pourra traiter avec des antidiabétiques oraux, plus ou moins de l'insuline dans les derniers cas. Alors, qu'est-ce que l'insuline ? Dans le pancréas, il y a ce qu'on appelle des îlots de Langerhans, et dans ces îlots, il va y avoir 2 types de cellules, des cellules alpha qui vont sécréter du glucagon et des cellules bêta qui, elles, vont sécréter cette insuline. Pour retenir cela, retenez le prénom Gabi avec G pour glucagon et A pour alpha, donc les cellules alpha sécrètent le glucagon, et bêta et insuline, donc les cellules bêta sécrètent de l'insuline. Alors, ce glucagon va provoquer une hyperglycémie, et l'insuline, elle, va faire l'inverse et va diminuer la glycémie. Donc ce sont vraiment 2 hormones qui vont réguler notre glycémie. L'insuline reste quand même l'hormone principale et la plus importante. C'est donc une hormone peptidique hypoglycémiante qui va être constituée de 2 chaînes, une chaîne A de 21 acides aminés et une chaîne B de 30 acides aminés. C'est donc une hormone peptidique qui est assez grosse et ne pourra donc pas être absorbée par voie orale. C'est pour ça qu'elle va toujours être prise par voie injectable. Alors comment l'insuline fait pour diminuer cette glycémie ? Eh bien quand on mange, le glucose va arriver dans le tube digestif puis va être absorbé dans le sang. Et cela va provoquer une sécrétion d'insuline qui va donc favoriser l'absorption de ce glucose par les cellules musculaires pour l'utiliser, par les cellules hépatiques pour le stocker sous forme de glycogène et aussi par les cellules adipeuses. Donc il faut vraiment voir l'insuline comme une clé qui va permettre de faire rentrer le glucose dans ces cellules. Alors, le traitement du diabète de type 1, comme dit plus tôt, c'est l'insuline. Les insulines injectables sont classées en fonction de leur rapidité d'action. On va avoir les ultra rapides avec l'insuline asparte, l'insuline lispro et l'insuline glulidine. Ce sont des analogues de l'insuline synthétisés par génie génétique. Cette classe-là est très rapide puisqu'elle va agir en 10 à 20 minutes et son action va durer 3 à 5 heures. Ensuite, les insulines rapides, ce sont les insulines humaines qui, elles, vont agir en 30 minutes et vont durer entre 7 et 9 heures. La classe intermédiaire va être un peu moins rapide grâce à l'ajout de protamine plus ou moins zinc. Ce sont l'insuline humaine isophane qui va agir en 1 heure ou 1 heure 30 et son action va durer 14 à 24 heures. Les insulines lentes sont aussi des analogues de l'insuline avec l'insuline glargine, l'insuline détémir et elles vont en fait agir en 1 à 2 heures et leur action va durer 24 heures. Enfin, on retrouve les ultra lentes avec l'insuline dégludec. Elles vont agir en 2 heures et leur action va durer 42 heures. Le risque principal de l'insuline va bien évidemment être le risque d'hypoglycémie.
C'est pourquoi les patients doivent bien savoir utiliser les dispositifs pour mesurer leur glycémie capillaire. Elle présente aussi comme effet indésirable un risque d'hypokaliémie, de lipodystrophie, c'est pourquoi il faut changer le lieu d'injection, mais aussi un risque de prise de poids, de réaction au site d'injection et de troubles visuels au début du traitement. Les contre-indications seront bien évidemment l'hypoglycémie, l'hypersensibilité, et l'avantage, c'est qu'elles peuvent être utilisées chez les femmes enceintes. Passons maintenant aux antidiabétiques oraux. Il en existe plusieurs. Tout d'abord, ceux qui vont améliorer la sensibilité de l'insuline, c'est la metformine. Ceux qui stimulent la production de l'insuline, ce sont les sulfamides hypoglycémiants et les glinides, qui vont plutôt agir au niveau du pancréas. D'autres vont plutôt agir sur les incrétines intestinales avec les gliptines et les analogues des GLP-1. Il faut savoir que les analogues des GLP-1 sont injectables, donc c'est l'exception à ne pas être un antidiabétique oral. Enfin, ce qui diminue l'absorption du glucose, ce sont les inhibiteurs des alpha-glucosidases. Il est très important de noter que tous les antidiabétiques sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Seule l'insuline peut être utilisée. Commençons par la classe des biguanides qui se constitue uniquement de la metformine, qui est d'ailleurs l'antidiabétique oral de première intention. Son mécanisme d'action est complexe et très mal connu, mais son action principale est au niveau hépatique. Elle va déjà augmenter la sensibilité hépatique à l'insuline, ce qui va permettre d'augmenter l'utilisation du glucose. Ce glucose est normalement stocké au niveau du foie sous forme de glycogène pour redonner après du glucose lorsqu'on aura besoin de l'utiliser. Sauf que la metformine va diminuer la gluconéogénèse hépatique, donc on n'aura plus cette formation de glucose. Elle va aussi diminuer la glycolyse aérobie, mais augmenter la glycolyse anaérobie. Et cela aura pour conséquence d'augmenter la formation de lactate, qui sera responsable de l'effet indésirable principal d'acidose lactique, qui est l'effet indésirable le plus grave, mais il reste quand même assez rare. Elle va aussi provoquer des troubles digestifs, c'est pourquoi il est recommandé de le prendre pendant le repas. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas responsable d'hypoglycémie et peut être utilisée chez les personnes en surpoids car elle favorise la perte de poids. Pour les contre-indications, c'est donc le moyen mnémotechnique biguanide que j'ai publié récemment. Il faut surtout ne pas oublier de l'arrêter 48 heures avant et après d'aller au bloc opératoire et aussi d'utiliser un produit de contraste iodé, car il y aura un risque d'acidose lactique. Et aussi bien évidemment tout ce qui est insuffisance cardiaque, etc. La deuxième classe, ce sont les sulfamides hypoglycémiants, comme le glyclaside, glimépiride, glibenclamide et glipizide, donc ils commencent tous par gli. Ils sont indiqués dans le diabète de type 2 en deuxième intention, soit en bithérapie avec la metformine, car le mécanisme est complémentaire à la metformine, soit en monothérapie en cas d'intolérance à la metformine. Alors comment elles vont agir? Ça va être au niveau des cellules bêta du pancréas où ces sulfamides hypoglycémiants vont inhiber le récepteur SUR1 de façon à inhiber le canal potassique. Le potassium ne pourra plus sortir, ce qui va activer l'entrée de calcium dans la cellule et l'augmentation du calcium intracellulaire va provoquer la sécrétion de l'insuline par la cellule bêta. Et donc cette augmentation de sécrétion insulinique va aboutir à une diminution de la glycémie, vu que l'insuline est hypoglycémiante. Cette classe présente, comme son nom l'indique, un risque d'hypoglycémie, donc il faut faire attention lors du jeûne, chez les personnes âgées et lors de l'effort physique. C'est pourquoi il est très important d'apprendre aux patients de reconnaître les signes d'hypoglycémie. Ce sont donc la perte soudaine d'énergie, la nervosité et le tremblement, la pâleur, les sueurs, les maux de tête, une faim très importante, des difficultés de concentration et une somnolence. Il y a aussi un risque de prise de poids, donc elle ne devrait pas être utilisée chez les personnes en surpoids. Ils subissent aussi un métabolisme hépatique par les cytochromes 3A4 et 2C9, donc il y aura beaucoup d'interactions médicamenteuses à prendre en compte. Les contre-indications seront l'insuffisance rénale et hépatique, l'association avec le miconazole et l'allergie aux sulfamides. Passons maintenant aux glinides. On retrouve dans cette classe le répaglinide qui est un apparenté au sulfamide hypoglycémiant, ce qui veut dire qu'il a le même mécanisme d'action, sauf que le site de fixation est différent. Donc il va y avoir toujours cette inhibition du canal potassique, entrée du calcium, sécrétion d'insuline et diminution de la glycémie. De la même manière, il va y avoir un risque d'hypoglycémie, mais aussi des troubles hépatiques, oculaires et cutanés. Les contre-indications à noter, c'est l'association au gemme fibrosile. Passons à ceux qui agissent sur les incrétines. Pour les comprendre, il faut d'abord savoir ce qu'est une incrétine. Les incrétines, ce sont des hormones gastro-intestinales qui sont appelées GLP-1 pour glucagon-like peptide 1 et GIP pour peptide insulinotrope dépendant du glucose. Ces incrétines, qu'est-ce qu'elles vont faire? En fait, elles vont détecter l'augmentation de la glycémie postprandiale, c'est-à-dire après un repas, et elles vont stimuler la sécrétion d'insuline en réponse à cette augmentation de la glycémie, de manière à diminuer la glycémie. Pour ne pas agir excessivement, elles vont être inhibées par la DPP4, dipeptidyl peptidase 4.
Le premier groupe, ce sont les glyptines avec la sitagliptine, la vildagliptine, la saxagliptine et la linagliptine. Ce sont tout simplement des inhibiteurs de cette DPP4 qui, je vous avais dit, inhibe les incrétines. Donc on va continuer à augmenter la sécrétion des incrétines et augmenter la sécrétion d'insuline. Les effets indésirables, ce sont l'hypoglycémie et des troubles digestifs. La deuxième classe, ce sont les analogues de la GLP-1, comme l'exénatide, le dulaglutide et le liraglutide. Comme je l'avais dit plus tôt, ce sont l'exception qui sont injectables en sous-cutané. Ce sont ce qu'on appelle des incrétinomimétiques, c'est-à-dire qu'ils vont agir tout comme les incrétines et augmenter la sécrétion d'insuline en fonction de la glycémie, donc après un repas. Ils vont aussi diminuer la sécrétion de glucagon et ils vont ralentir la vidange gastrique. Elles ont une marge thérapeutique étroite, donc il faudra faire attention aux interactions médicamenteuses. Et les effets indésirables sont l'hypoglycémie et les troubles digestifs, mais aussi la perte de poids. Enfin, la dernière classe, ce sont les inhibiteurs des alpha-glucosidases. Alors, qu'est-ce que l'alpha-glucosidase ? Ce sont des enzymes intestinales qui vont hydrolyser les glucides complexes en monosaccharides absorbables comme le glucose. L'acarbose et le miglitol, qui font partie de cette classe, vont inhiber ces enzymes, ce qui va diminuer l'absorption des glucides vu qu'ils seront moins hydrolysés. Il faut donc les prendre avant le repas pour diminuer la glycémie postprandiale, donc pour agir contre cette hyperglycémie provoquée par la prise du repas. Elles peuvent provoquer des troubles digestifs de type flatulence, dyspepsie et météorisme, et elles peuvent aussi augmenter les transaminases. L'avantage, c'est que comme la metformine, elles ne provoquent pas d'hypoglycémie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les antidiabétiques, j'espère que vous avez tout compris. Dans 2 ou 3 jours, je vais publier le prochain sondage, donc soyez là pour voter. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, et je vous dis à la prochaine.